Il y a des histoires qui se construisent lentement, presque silencieusement, comme une fissure dans le mur d'une maison que l'on croit solide, éternelle, indestructible. Au départ, personne ne la voit. Puis un jour, un rayon de soleil s'y glisse, révélant tout ce qu'on s'efforçait de ne pas remarquer. C'est exactement ce qui est arrivé à Jean-Luc Lahaye dans les mois qui ont précédé la catastrophe personnelle qui allait bouleverser sa vie. La découverte dévastatrice que sa femme, celle qu'il croyait fidèle, complice et amoureuse, entretenait une liaison secrète avec un homme qu'il n'aurait jamais imaginé. Un homme si improbable que la trahison en devenait presque irréelle. Pour comprendre comment un tel drame intime a pu naître, il faut remonter loin en arrière, lorsque tout semblait encore paisible. Jean-Luc, malgré les turbulences de sa carrière, conservait une image de force tranquille. Son entourage le décrivait souvent comme un homme de contraste, public et réservé, sûr de lui, mais fragile dans l'intimité, puissant sur scène, mais vulnérable dans la vie réelle. Depuis quelques années déjà, il tentait de reconstruire pour lui et pour sa femme un espace sûr, loin des polémiques, des flashs et des jugements permanents nourris par les réseaux sociaux. Il aspirait à une normalité que la célébrité ne lui avait jamais vraiment offerte. Un couple sous pression mais encore debout. Dans leurs apparitions publiques, son couple semblait uni. Une complicité discrète, palpable, jamais forcée. Pourtant, les proches plus attentifs percevaient quelque chose, une sorte de distance instable, un silence entre deux regards, un froid qui s'installait et disparaissait comme une marée capricieuse. Beaucoup attribuèrent cela au défi de la vie de célébrité. Agenda surchargé, stress, critique constante, fatigue émotionnelle, le genre de turbulence qu'un couple habitué au projecteur finit souvent par intégrer dans son fonctionnement quotidien. Mais la vérité, celle que Jean-Luc découvrit bien trop tard, était beaucoup plus sombre, beaucoup plus personnelle. Une vérité qui n'avait rien à voir avec la célébrité et tout à voir avec la fragilité humaine. Tout a commencé par des détails infimes, presque risibles, des retours tardifs, des excuses vagues, des messages auxquels elle répondait dans une autre pièce. Rien qui puisse déclencher immédiatement l'alarme. Après tout, chacun a besoin d'espace, de moments à soi. Et Jean-Luc, conscient de la pression de leur vie, respectait cela. Il ne voulait pas devenir un mari suspicieux. Il avait confiance. Ou peut-être voulait-il désespérément y croire. Mais petit à petit, les détails se sont accumulés. Elle riait seule devant son téléphone. Elle passait plus de temps dehors, prétextant des rendez-vous professionnels ou des visites à des amis que Jean-Luc connaissait à peine. Lorsqu'il proposait de l'accompagner, elle esquivait, avec douceur mais aussi une fermeté inhabituelle. La première fois qu'il eut un doute véritable, ce fut une nuit où elle ne rentra qu'à l'aube. Elle entra dans la maison sur la pointe des pieds, croyant qu'il dormait. Mais lui était assis dans le salon, plongé dans l'obscurité, incapable de fermer l'œil. Lorsqu'elle alluma la lumière, elle sursauta. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Non, je t'attendais. » Ce n'était pas une confrontation, juste une phrase simple, étonnamment douce. Mais dans sa douceur, il y avait une inquiétude, une sincérité qui la gêna. Elle répondit trop vite, trop nerveusement. Et c'est dans ce trop, dans ce surplus, que Jean-Luc perçut pour la première fois l'ombre d'un mensonge. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Il tenta d'oublier, de rationaliser. Elle, de son côté, devint paradoxalement plus attentive, plus tendre, comme si elle essayait d'effacer quelque chose. Et ce fut cette tendresse soudaine, excessive, presque maladroite, qui éveilla davantage ses soupçons. L'intuition, cette sensation nerveuse qui se glisse sous la peau, est rarement fausse. Elle murmure, d'abord faiblement, puis plus fort, jusqu'à devenir un cri intérieur impossible à ignorer. C'est ainsi qu'a commencé son enquête silencieuse, presque honteuse. Il observait, il notait des comportements, il relisait des messages qu'elle effaçait trop vite. Il vérifiait des agendas, il tentait de deviner des trajectoires. Et chaque détail qu'il découvrait, chaque incohérence, chaque explication bancale, renforçait la certitude terrible qu'un secret se cachait derrière le comportement de sa femme. Un soir, alors qu'elle prenait une douche, son téléphone vibra sur la table. Jean-Luc n'était pas de ceux qui fouillent les affaires de leur partenaire. Il considérait cela comme une trahison en soi. Mais son regard fut attiré par l'écran allumé. Un nom apparut, un nom qu'il connaissait. Un nom totalement inattendu. Ce n'était ni un collègue de travail, ni un ami proche de la famille, ni un inconnu. C'était quelqu'un appartenant à leur cercle mais à la marge. Un homme sans importance, du moins en apparence. Un homme qu'il n'aurait même pas pensé considérer comme une menace. Le message disait « J'attends de te revoir. Hier, je ne peux pas arrêter d'y penser. » Son cœur se serra violemment. Il sentit son souffle se couper. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Il referma immédiatement le téléphone, les mains tremblantes. Il n'avait rien voulu voir, rien voulu savoir. Mais désormais, il ne pouvait plus ignorer. Le déni, dernière défense avant la vérité. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles. Il oscillait entre colère, douleur, confusion et un déni presque enfantin. Il cherchait des explications rationnelles.
peut-être un ami trop affectueux, peut-être un malentendu, peut-être un message envoyé par erreur. Il s'accrochait désespérément à ces hypothèses, comme on s'accroche à une bouée dans une mer démontée. Mais une bouée percée finit toujours par couler. Il observait sa femme avec une nouvelle distance, comme un étranger dans sa propre maison. Chaque sourire, chaque geste, chaque absence résonnait différemment. La trahison, lorsqu'elle est encore silencieuse, est une torture lente et méthodique. Elle creuse le cœur de l'intérieur, goutte après goutte. La décision de confronter les faits, finalement, un matin, après une nuit blanche de plus, il prit une décision. Il n'en pouvait plus des doutes. Il n'en pouvait plus de jouer au détective malgré lui. Il devait savoir. Il devait affronter la vérité, même si cette vérité risquait de le détruire. Il attendit qu'elle quitte la maison. Puis, il se rendit dans un endroit où il savait qu'il trouverait des réponses, ce café où elle prétextait souvent aller travailler. Il s'assit, observa, surveilla. Chaque personne qui entrait lui faisait monter l'angoisse dans la gorge. Puis, après presque une heure, il le vit. L'homme du message, celui qu'il n'aurait jamais soupçonné. Quand il le vit s'installer seul, nerveux, regardant sans cesse la porte comme s'il attendait quelqu'un qu'il désirait profondément, Jean-Luc comprit. Il comprit tout. Et au moment où sa femme entra dans le café, souriante, maquillée plus élégamment que d'habitude, ses pires craintes prirent forme. La scène qu'il n'oublierait jamais, elle s'approcha de l'homme. Il se leva, l'embrassa sur la joue avec une intimité impossible à masquer. Elle rougit. Ils se tinrent la main quelques secondes. Ce simple geste, cette fraction de seconde, fut comme un coup de poignard. Un coup qui ne vise pas le corps, mais l'âme. Jean-Luc resta immobile, incapable de respirer normalement. Le monde autour de lui se brouilla. Il n'entendait plus les voix, plus les bruits du café, plus le cliquetis des tasses. Il n'entendait que le battement sourd de son propre cœur brisé. Il aurait pu se lever, faire un scandale, crier la vérité en plein café. Mais quelque chose en lui se brisa si profondément qu'il en perdit la force. Il se contenta de se lever, de sortir et de marcher interminablement dans les rues de la ville sans savoir où il allait. C'est ce jour-là que commença véritablement la fin. La fin de son mariage, la fin de ses illusions, la fin d'une partie de lui-même. Et pourtant, ce n'était que le début d'un drame encore plus vaste. Il existe des moments dans une vie où le temps ne s'écoule plus de manière normale. Il se dilate, se fracture, devient pesant et presque visqueux, comme si chaque seconde portait un poids insupportable. Pour Jean-Luc Lahaye, ce moment a commencé le jour où il a vu, de ses propres yeux, sa femme entrer dans ce café et rejoindre cet homme qu'il n'aurait jamais imaginé considérer comme un rival. À partir de cet instant, tout ce qu'il croyait connaître, tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il croyait maîtriser, s'est lentement, méthodiquement effondré. Mais le plus terrible dans les trahisons, ce n'est pas le geste lui-même, c'est ce qui vient après. Le silence, les mensonges, les demi-vérités, les justifications maladroites. Et finalement, l'affrontement inévitable, celui que l'on repousse tant qu'on peut mais qui finit toujours par exploser comme une tempête longtemps contenue. C'est exactement ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cette découverte déchirante. Quand Jean-Luc quitta le café ce matin-là, il ne rentra pas chez lui. Il marcha pendant des heures, presque mécaniquement, sans réfléchir à sa destination. Son esprit était saturé d'images qu'il aurait préféré ne jamais voir. La main de sa femme dans celle d'un autre homme, son sourire, son rouge à lèvres plus vif que d'habitude, la manière subtile mais indéniable dont elle s'inclinait vers lui, comme si elle appartenait déjà à un autre univers émotionnel. Il passa la nuit dehors, à errer entre les rues désertes, les parcs et les quais. Le monde autour de lui semblait étrangement apaisé, alors que son intérieur hurlait. La douleur ne venait pas par vagues. Elle était constante, une brûlure continue dans la poitrine, un étau serrant son souffle. Quand il rentra finalement chez lui, le soleil se levait. Elle dormait encore. Ou elle feignait de dormir, il ne chercha pas à savoir. Pendant 2 jours, ils vécurent ensemble comme 2 ombres qui se croisent sans se toucher. Elle le regardait parfois furtivement, comme pour s'assurer qu'il n'avait rien remarqué. Lui, au contraire, regardait tout, chaque geste, chaque sourire, chaque silence. Le secret, désormais révélé, rendait la maison trop petite pour contenir autant de tension. Ce fut un champ de ruines invisibles. Le 3e soir, Jean-Luc n'en put plus. Il avait passé la journée à essayer de travailler, mais chaque phrase qu'il tentait d'écrire se dissolvait sous le poids de la trahison. Il lui demanda calmement de s'asseoir dans le salon. « On doit parler ». Elle pâlit légèrement. Ce fut imperceptible, mais pas pour lui. Il connaissait ce visage depuis des années. Il savait reconnaître chaque nuance. « Parler de quoi ?» répondit-elle en s'asseyant, les mains crispées. Il la fixa longuement, cherchant encore, par habitude, un signe qu'il se trompait. « Je t'ai vu » dit-il finalement d'une voix étonnamment calme, presque étrangère. « Vu où ?»« Au café. » Avec lui, le lui résonna comme un coup de tonnerre. Elle détourna les yeux. Un silence lourd tomba entre eux.
Ce n'est pas ce que tu crois, tenta-t-elle enfin. Cette phrase universelle, répétée par tant de personnes prises en faute, eut sur lui l'effet d'une déflagration intérieure. « Alors explique-moi, répondit-il. Explique-moi ce que je dois croire. » Elle bégaya d'abord, puis elle s'enferma dans un premier mensonge maladroit. C'était juste un ami. On parlait de choses personnelles. Il éclata d'un rire sec, brisé. « Tu tiens la main de tous tes amis ? Tu rougis comme une adolescente amoureuse devant tes amis ?» Elle voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. C'était la première fissure de la vérité. Les minutes qui suivirent furent un mélange de justifications éparses, de demi-confessions et de larmes. Les infidèles, lorsqu'ils sont confrontés, oscillent souvent entre trois comportements. Minimiser, nier, renverser la faute. Elle ne fit pas exception. On est juste proche, je traversais une période compliquée, donc tu t'es confié à un autre homme. Tu n'étais plus vraiment là. Tu étais absorbé par ton travail. Ce fut la première tentative de renverser la faute, mais il l'arrêta net. Ne mets pas ça sur mon dos, ne transforme pas ta trahison en conséquence de mes efforts. Elle sanglotait. Il avait envie de la serrer contre lui, réflexe ancien, presque mécanique, mais il se retint. Il comprenait que ce geste serait une négation de sa propre douleur. « Est-ce que vous avez couché ensemble ?» demanda-t-il finalement. Elle resta silencieuse, et dans le silence, il trouva la réponse. Les larmes ruisselèrent sur ses joues, mais ce ne furent pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de quelqu'un qui voyait la fin arriver trop vite. Quand il prononça le nom de l'homme, celui qu'il avait vu au café, elle eut un sursaut, comme si une vérité longtemps enfermée venait d'être arrachée de force à la surface. « Pourquoi lui ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je ne sais pas, » répondit-elle, la voix tremblante. « Si, tu sais, on sait toujours pourquoi. » Il y eut un long silence avant qu'elle n'avoue enfin. « Il m'a écoutée, il m'a comprise, il m'a fait me sentir vivante. » Cette phrase l'acheva. Ce n'était pas seulement une infidélité physique, c'était pire. Une infidélité émotionnelle, profonde, lente, méthodique. Elle n'avait pas seulement rompu leur engagement. Elle avait donné à un autre homme ce qu'il croyait unique. Sa confiance, son intimité, son cœur. La colère, la tempête enfin libérée. Jusque-là, Jean-Luc avait contenu sa rage. Mais ces mots déclenchèrent en lui une explosion qu'il ne put plus maîtriser. Il se leva, marcha dans la pièce en respirant bruyamment, comme s'il tentait de repousser une vague de colère noire qui menaçait d'emporter tout sur son passage. « Vivante ?» hurla-t-il soudain. « Et moi ? J'étais quoi alors ? Un meuble ? Une présence commode ? Une distraction ?» Elle tentait de se défendre, mais chaque mot qu'elle prononçait ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu. « Ce n'était pas prémédité. Je n'ai pas cherché ça. On ne cherchait pas une relation, mais on y plonge quand même. » Il frappa du poing sur la table, un geste qu'il regretta immédiatement. Il ne voulait pas être cet homme. Mais la douleur le défigurait de l'intérieur. La rupture émotionnelle, lorsque l'amour se vide, puis soudain le silence retomba. Un silence glacé, presque chirurgical. Jean-Luc s'assit. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Tu l'aimes ?» demanda-t-il d'une voix presque éteinte. Elle baissa les yeux. Les secondes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. « Je ne sais pas !» Cette réponse, ni oui ni non, fut bien pire qu'une affirmation claire. L'incertitude, cette zone grise, est la plus cruelle des réponses. Elle signifie qu'il n'a plus sa place, mais que l'autre n'a pas encore pris toute la sienne. Il n'était plus son centre, mais un point périphérique, flou, en train de disparaître. La décision intérieure, partir ou rester. Cette nuit-là, ils dormirent dans des pièces séparées. La distance n'était plus seulement émotionnelle, elle était physique, visible, presque palpable. Jean-Luc passa des heures à réfléchir. Devait-il la quitter immédiatement ? Devait-il lui laisser une chance ? Devait-il exiger qu'elle coupe tout contact ? Il oscillait entre la colère et le désespoir, entre l'amour blessé et la fierté détruite. Il se revoyait encore jeune, croyant que les histoires d'amour se brisaient toujours chez les autres, jamais chez soi. Mais maintenant, il comprenait. Il comprenait que même une vie construite sur des années peut basculer en quelques secondes. Au matin, il la trouva dans la cuisine, les yeux rougis. Il s'assit face à elle. « Je veux la vérité, toute la vérité. Je te l'ai dite ? Non, pas encore. » Alors, elle lâcha enfin ce qu'elle retenait depuis des mois. « Ça dure depuis 5 mois ? 5 mois. 150 jours. 150 nuits. Une éternité quand on aime. » Il sentit tout son être se fissurer. Et ce fut ainsi que s'acheva la première grande bataille de leur drame, par un aveu simple mais dévastateur. Après qu'elle lui eut avoué l'impensable, cela dure depuis 5 mois, un silence encore plus lourd envahit la maison. Un silence qui n'était plus seulement inconfortable mais funèbre. Jean-Luc se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Les objets qu'il voyait chaque jour, les photos sur le mur, les vêtements pliés, les couverts sur la table, avaient perdu leur sens. Il ne voyait plus un foyer, mais une scène de crime émotionnel. Elle, de son côté, évitait son regard.
Elle marchait dans la maison comme une personne qui sait qu'elle n'y restera plus longtemps. Et dans ce calme apparent, quelque chose était en train de mourir. Les discussions impossibles. Quand tout devient justification, durant les jours qui suivirent, ils tentèrent de parler, mais chaque tentative se transformait en mur, en blessure renouvelée. « Tu m'as menti pendant des mois. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors pourquoi continuer ? Je n'arrivais pas à arrêter. » Cette phrase lui restait en tête comme un écho torturant. Je n'arrivais pas à arrêter, c'était un aveu terrifiant. Cela signifiait qu'elle avait essayé, qu'elle avait conscience du mal, qu'elle avait choisi, malgré tout. Jean-Luc n'avait pas besoin d'un roman pour comprendre, elle n'était déjà plus avec lui depuis longtemps. Son corps était là, mais son cœur, lui, avait déjà traversé la frontière. La confrontation avec l'autre homme, une scène irréelle, il arriva un moment où Jean-Luc voulut rencontrer cet homme, non pas pour se battre ou se venger, mais pour comprendre. Comprendre ce que lui, un inconnu presque insignifiant, avait eu que lui n'avait plus. Ils se retrouvèrent dans un parc. Un endroit neutre, calme, presque glacé par l'émotion qui allait s'y jouer. L'homme arriva le premier, nerveux, les mains dans les poches. Les yeux baissés, Jean-Luc s'approcha lentement. « C'est toi ?» demanda-t-il. L'homme hocha la tête. Ce n'était pas un rival impressionnant. Pas un homme charismatique, pas un séducteur professionnel, pas un danger évident. C'était cela justement qui rendait la trahison encore plus humiliante. Elle n'avait pas choisi quelqu'un mieux, elle avait choisi quelqu'un différent. « Pourquoi ?» demanda simplement Jean-Luc. L'homme sembla surpris. Peut-être s'attendait-il à une agression, à des insultes, à une colère incontrôlable. Mais pas à un homme détruit, désorienté, cherchant juste une explication. « Elle m'a dit qu'elle était malheureuse, répondit-il maladroitement. Et tu t'es dit que tu pouvais en profiter ? Non, il baissa les yeux. Je me suis juste dit que je pouvais l'écouter. Ce mot encore, écouter. C'était donc cela. Une attention, une oreille, une présence. Des choses simples, banales, qui avaient pourtant manqué dans son propre couple. Il ressentit une douleur encore plus crue. Il avait été remplacé non par quelque chose de spectaculaire, mais par quelque chose de terriblement humain. La conversation dura à peine 10 minutes, et quand elle se termina, Jean-Luc sentit qu'il avait perdu, non pas face à cet homme, mais face à l'usure silencieuse d'un amour qu'il avait cru plus solide qu'il ne l'était en réalité. La séparation, un dénouement sans éclat mais plein de blessures. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon sans se parler, elle lui annonça ce qu'il redoutait depuis des semaines. « Je vais partir. » Il resta immobile. « Tu veux partir ? Ou tu pars parce que tu l'aimes ? » « Je pars parce que je ne peux plus continuer ainsi. » C'était une réponse froide, presque mécanique. Elle ne l'accusait plus. Elle ne se justifiait plus. Elle ne le culpabilisait plus. Elle avait déjà pris sa décision. Elle fit sa valise en silence. Jean-Luc ne l'aida pas. Il ne l'en empêcha pas non plus. Il ne la regarda partir qu'à travers la vitre du salon alors qu'elle montait dans une voiture qui n'était pas la leur. Ce fut la dernière image qu'il garda d'elle, une silhouette s'éloignant dans la nuit sans se retourner. Beaucoup pensent que la douleur d'une rupture s'exprime immédiatement dans les cris, les disputes, les larmes. Mais pour Jean-Luc, ce fut tout l'inverse. Il resta calme, trop calme. Un calme inquiétant, presque anesthésique. Les jours passèrent sans qu'il ne mange réellement, sans qu'il ne parle à personne. Il évitait les appels, les messages. Son entourage commença à s'inquiéter. L'homme, habitué aux projecteurs, aux interviews, aux salles remplies de fans, se retrouvait soudain seul dans une maison devenue trop grande pour lui. Il réécoutait des chansons anciennes qu'il avait écrites. Certaines parlaient d'amour, d'autres parlaient de promesses. Toutes lui faisaient mal. La solitude est un gouffre silencieux qui dévore les êtres fragilisés, et Jean-Luc était devenu fragile, presque transparent. Il commença à douter de tout, de sa valeur, de son talent, de sa vie, de ses choix, de l'idée même qu'il méritait d'être aimé. Il n'était plus lui-même. Les nuits devenaient interminables, les pensées sombres, les souvenirs douloureux. Il se surprenait parfois à parler seul, comme pour combler le vide que la présence de sa femme avait laissé. Ses amis proches le décrivaient comme absent, éteint, brisé. La trahison n'avait pas seulement détruit son mariage, elle avait détruit son équilibre intérieur. Un matin, il ne se présenta pas à un rendez-vous professionnel important. Puis, il ne répondit plus aux appels. Puis plus aucun signe. Un ami se rendit chez lui et le trouva fermé, silencieux. Il appela les secours. La suite a été décrite dans la presse comme un événement tragique et inattendu. Un glissement inexorable, une accumulation de douleurs, de solitude, de cicatrices invisibles. La chute ne fut pas spectaculaire. Elle fut discrète, silencieuse, presque poétique dans sa noirceur. Jean-Luc Lahaye avait été brisé par quelque chose que l'on ne voit jamais venir, la personne que l'on aime. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Une histoire d'amour qui aurait pu durer toute une vie, mais qui a fini comme tant d'autres, dans le mensonge, la douleur et la disparition émotionnelle d'un homme qui ne méritait pas une telle fin. Il existe des histoires qui marquent profondément,
non pas parce qu'elles appartiennent à des célébrités ou parce qu'elles défraient la chronique, mais parce qu'elles révèlent des vérités universelles sur la fragilité humaine. L'histoire de Jean-Luc Lahaye, telle que nous l'avons retracée dans ces 3 chapitres, n'est pas simplement celle d'un homme trahi par la personne qu'il aimait le plus. C'est aussi celle d'un être humain confronté à la brutalité émotionnelle que peut provoquer la perte de confiance, la rupture d'un lien intime, l'effondrement d'un monde que l'on croyait solide. Lorsque son mariage s'est écroulé, ce n'était pas seulement la fin d'une relation. C'était la fin d'une structure affective construite pendant des années, la fin d'une identité façonnée autour de l'amour, du partage, de la complicité. Parce qu'un couple, ce n'est pas seulement 2 personnes, c'est un projet, une mémoire, un espoir. Et lorsqu'un seul geste, une seule découverte, un seul aveu détruit tout cela, on se retrouve projeté dans un vide émotionnel que rien ne semble pouvoir combler. Jean-Luc a été emporté par ce vide. Les silences, les doutes, la solitude, les nuits sans sommeil, tous ces fragments de souffrance se sont entassés jusqu'à former une montagne impossible à gravir. Son destin tragique n'est ni un spectacle, ni une simple anecdote. Il est le rappel cruel que les blessures invisibles sont souvent les plus dangereuses. Il est aussi le témoignage d'une réalité trop souvent ignorée. Même ceux qui paraissent forts, célèbres, admirés, peuvent s'écrouler lorsqu'ils perdent la personne qui représentait leur refuge. Mais au-delà du drame, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dans un couple, la communication n'est jamais une option, c'est une nécessité vitale. Les non-dits tuent plus sûrement que les disputes. Les secrets détruisent plus profondément que les cris. Et lorsque l'on ne parle plus, lorsque l'on ne s'écoute plus, lorsque l'on ne se regarde plus, l'amour n'a déjà plus d'air pour respirer. Dans cette chute lente et silencieuse, il y a aussi une mise en garde pour chacun de nous. Ne jamais prendre pour acquis ceux qui nous aiment. Ne jamais croire qu'une trahison est banale. Ne jamais sous-estimer l'impact émotionnel des ruptures. Le destin de Jean-Luc aurait pu être différent. S'il avait trouvé quelqu'un à qui parler, s'il avait reçu un soutien plus présent, si la personne qu'il aimait avait choisi la vérité avant le mensonge. Mais l'histoire ne se réécrit pas. Elle se raconte pour que d'autres puissent y trouver un avertissement, une leçon ou simplement un moment de réflexion. Aujourd'hui encore, son drame continue de toucher ceux qui le découvrent. Il incarne la vulnérabilité d'un homme qui aurait voulu seulement être aimé, respecté et compris. Et c'est peut-être pour cela que son histoire résonne si profondément en chacun de nous. Parce que nous comprenons intimement ce que signifie perdre un amour auquel on avait tout donné. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, c'est que vous voulez comprendre davantage ce qui se cache derrière les lumières, les sourires publics, les apparences parfaites. Sur cette chaîne, je m'efforce chaque jour, avec la rigueur d'un journaliste et la sensibilité d'un conteur, de vous offrir des récits authentiques, humains, vibrants. Des histoires qui dévoilent les vérités cachées de la vie des célébrités, leurs drames, leurs victoires, leurs failles. Si vous souhaitez continuer à découvrir des récits aussi profonds que celui-ci, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires puissent continuer à exister, être racontées, comprises et partagées. En vous abonnant, vous ne manquerez plus nos épisodes exclusifs. Vous soutiendrez un travail journalistique exigeant et passionné. Vous rejoindrez une communauté curieuse, bienveillante et engagée. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Merci d'avoir lu, merci d'être présent et merci de faire vivre cette chaîne où chaque récit compte, où chaque émotion a sa place et où la vérité, même lorsqu'elle fait mal, mérite d'être racontée. À très bientôt pour un nouveau reportage, une nouvelle histoire, un nouveau voyage au cœur de la vie des célébrités.